Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. On pourrait même le considérer comme un hors-série. Mais c'est en fait un choix de notre part de l'intégrer dans le fil conducteur de notre ligne éditoriale. Vous l'aurez sûrement deviné, en voyant le titre de l'épisode, nous allons parler de numérique responsable. C'est en effet un sujet qui nous concerne tous, en particulier dans la formation digitale, où nous sommes les vecteurs d'apprentissage et de bonnes pratiques. Mais de quoi parle-t-on réellement avec le numérique responsable ? C'est parfois un peu difficile de démêler les vraies informations de ce qui relève des fake news. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Mathieu Mouhammar, qui dirige la Business Unit Upility, la plateforme de e-learning management system de Calimedia. Mathieu a fait plusieurs conférences sur ce sujet et je vous mettrai dans la zone commentaire un lien vers l'une d'entre elles. À ce sujet, j'ai personnellement assisté à la conférence de Mathieu et j'y ai appris plusieurs éléments qu'il est bon de connaître sur le numérique responsable. Aujourd'hui, il va nous aider à mieux comprendre comment nous pouvons optimiser l'impact environnemental de la formation à distance dans ce nouvel épisode de Never Stop Learning. Bonjour Mathieu. Bonjour Gérard. Mathieu, tu viens du monde du numérique. Tu as d'ailleurs eu d'autres belles aventures dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Bien sûr. Avant de rejoindre Calimedia en mai 2022 pour piloter l'activité d'édition de LMS, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Soprasteria en tant que développeur, puis responsable technique, puis chef de projet. J'ai eu l'occasion d'intervenir pour un certain nombre de clients, dont la région Occitanie. C'est au cours de ce projet que nous avons eu l'occasion de réaliser notre première application éco-conçue pour les lycées de la région. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde du numérique responsable. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que l'on entend par numérique responsable ? Quels sont les enjeux et de quoi on parle exactement ? Dans le numérique responsable, généralement, ce qu'on met, c'est le Green IT et l'IT for Green. On verra peut-être un petit peu après comment ça se détaille, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais globalement, les 3 enjeux du numérique responsable, c'est comprendre, mesurer et agir. Comprendre quel type d'impact le numérique peut avoir sur l'environnement, mesurer et dresser une synthèse de ces impacts. Une fois que qualitativement on les a identifiés, c'est quantitativement quelle proportion ils prennent. Et enfin, agir, définir quelles premières actions peuvent être mises en place pour optimiser et réduire ces impacts. Alors justement, on n'y pense pas beaucoup car nous ne sommes pas directement spectateurs des conséquences du numérique, mais quel type d'impact celui-ci peut-il avoir sur l'environnement ? Alors effectivement, nous ne sommes pas directement spectateurs des impacts du numérique, puisque contrairement par exemple aux voitures qui circulent en ville et dont l'impact est respirable en temps réel par les citadins, l'impact du numérique est plutôt déporté et caché. Globalement, donc bien sûr, il y a un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais pas uniquement. Il y a un impact en termes de consommation d'énergie, fossile ou pas, d'eau et de ressources naturelles abiotiques, c'est-à-dire principalement minérales. Alors comment cet impact se mesure-t-il ? Alors il y a 2 outils, 2 moyens de mesure qui sont utilisés dans le numérique responsable. La première, c'est l'évaluation globale multicritère, c'est-à-dire c'est une analyse menée sur l'ensemble du cycle de vie d'un équipement ou d'un service, en n'oubliant ni la fabrication, ni la seconde vie, ni le recyclage, donc en prenant vraiment l'intégralité du cycle de vie. C'est déjà vrai pour tous les biens matériels, mais c'est également le cas pour les services numériques. Le deuxième outil, c'est l'analyse du cycle de vie, qui est défini comme étant l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale et multicritère. C'est une méthode normalisée de mesure des effets quantifiables des produits ou des services numériques sur l'environnement. Ces 2 moyens de mesure servent à identifier quel est l'impact du numérique selon 4 critères. Le plus médiatisé, c'est les gaz à effet de serre, donc un impact mesuré en kilogrammes équivalent CO2. Il y a aussi un impact en termes de consommation d'énergie. On parle d'énergie primaire parce que c'est la forme d'énergie qu'on trouve dans la nature. L'énergie primaire, avant d'être utilisée, elle est transformée. L'énergie du soleil, par exemple, quand elle est captée par des panneaux photovoltaïques, elle est transformée. Il y a une certaine perte de rendement avant de la transformer en électricité. Et ensuite, cette électricité, elle est acheminée jusqu'à des équipements
qui la consomment et qui eux aussi peuvent perdre du rendement. La transformation de l'énergie primaire a pour vocation de créer de l'énergie finale qui est livrée à la prise. Et cette énergie qui est livrée à la prise, une fois qu'elle est utilisée par un équipement, on parle d'énergie utile. En termes de proportion, le passage de l'énergie primaire à l'énergie finale, on a à peu près 2/3 de perte. On produit 1 kWh d'énergie finale à partir de 3 kWh d'énergie primaire. Et après, la transformation de l'énergie finale en énergie utile dépend du rendement de l'équipement. Un moteur électrique, par exemple, a un rendement plutôt bon de 95-96%. Un ordinateur a un rendement qui dépend de l'optimisation de l'algorithme qui tourne. Si on dépense beaucoup de processeurs pour rien, on va pouvoir atteindre des rendements très bas. Et un algorithme bien optimisé permettra d'avoir un rendement proche de 100% puisque le processeur en lui-même utilise toute l'énergie à sa disposition, la dissipe sous forme de chaleur, mais a quand même réalisé les calculs avec. Pour information, 1 litre d'essence contient 10 kWh d'énergie. Ça permet de comparer par exemple la consommation d'une voiture thermique avec la consommation d'une voiture électrique. Dans les 4 critères, il y avait l'eau et les ressources également. Effectivement. L'eau est un des critères. Ce qu'on mesure quand on calcule la consommation en eau, c'est le stress hydrique. L'eau, globalement, revient pas tout à fait à 100%, mais quasiment à 100%. Au bout d'un moment, dans son état initial, c'est le cycle de l'eau. Il y a un petit peu de déperdition, mais c'est relativement faible. Par contre, les réserves utilisables en eau sont finies. Et le temps qu'elle se recharge, ça peut prendre 1 année, 2 années, 3 années, ça dépend d'où se passent les précipitations sur Terre, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc l'idée, c'est de ne pas trop puiser dans nos ressources pour toujours avoir de l'eau disponible sans devoir attendre les prochains épisodes pluvieux qui permettront de remplir les nappes phréatiques, donc finalement sans provoquer de sécheresse. Donc ça, c'est un impact qui est assez important et qui est mesuré en litres ou en mètres cubes en fonction des volumes pour avoir des valeurs numériques qui sont quand même faciles à lire. Et enfin, dernier critère de l'analyse multicritère, donc après l'énergie primaire, après les gaz à effet de serre et après l'eau, les ressources naturelles abiotiques. L'impact, il est mesuré en kilogrammes équivalent antimoine, qui est donc de symbole SB dans le tableau périodique des éléments, la ressource abiotique pour laquelle nous sommes le plus en tension, qui est très peu médiatisée, qui est utilisée dans beaucoup d'industries, industrie pharmaceutique, industrie militaire, industrie automobile. C'est un métal qui est ajouté dans les alliages pour augmenter la dureté des métaux. Donc c'est notamment utilisé dans la fabrication de munitions. C'était, ça je ne sais plus, utilisé dans l'industrie automobile pour les systèmes de freinage et dans l'industrie pharmaceutique, mais je ne sais pas pourquoi ils utilisent l'antimoine dans l'industrie pharmaceutique. Je ne sais pas non plus, je peux pas te dire. Il est estimé à environ 11 ans le délai avant que nos ressources en antimoine soient complètement épuisées. Ce qui est très peu. C'est très peu. Effectivement, c'est très peu. Et enfin, donc pour conclure, pour faire un lien entre l'émission de gaz à effet de serre et l'énergie primaire, les 2 principaux critères de l'analyse multicritère, la production d'énergie primaire émet des gaz à effet de serre. Et en fonction des pays, la quantité de CO2, de gaz à effet de serre équivalent CO2 émise pour produire 1 kWh d'énergie varie énormément. En France, par exemple, nous sommes aux alentours de 0,1 kg équivalent CO2 pour produire 1 kWh, donc à peu près 100 grammes de CO2. En Chine, alors on n'a pas toutes les données en temps réel de la Chine puisque c'est pas complètement ouvert, mais on est à peu près à 1 kg pour produire 1 kWh, donc 1 kg d'équivalent CO2 pour 1 kWh d'énergie. Et dans l'OCDE, la moyenne est à 0,45 kg équivalent CO2 par kWh d'énergie. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle app.electricitymaps.com et qui vous donne, pour tous les pays qui communiquent leurs données de production et de transport d'énergie, la consommation en temps réel, la production en temps réel, les échanges entre les pays et surtout le mix énergétique, la capacité totale de la France en hydraulique, en nucléaire, en éolien, en solaire, et la production réelle en temps réel, la production réelle, oui, et en temps réel. Donc vous avez ces informations-là sur le site, et vous pouvez accéder à de l'historique ou à des moyennes sur des périodes. C'est extrêmement intéressant de voir comment certains pays s'en sortent en 100% renouvelable, en 100% bas carbone, comment certains pays comme la France s'en sortent avec une très très grande proportion de bas carbone, mais pas autant de renouvelables, et comment certains pays ne font que du charbon, par exemple. Alors, on a parlé de l'eau et on va continuer sur les pénuries puisqu'en France, depuis le début de l'année, l'eau est un vrai problème.
En fait, on entend parler qu'il y a des pénuries de terres rares, il va y avoir des pénuries de lithium. Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet? Il y a des réserves effectivement qui sont critiques, tu viens nous parler de l'antimoine, mais souvent c'est pas vraiment celles qui sont les plus médiatisées. Est-ce qu'il y en a d'autres que l'antimoine? Effectivement, les plus médiatisés ne sont pas forcément les plus critiques, et il y en a beaucoup d'autres que l'antimoine qui sont très tendus. Ce qui a été calculé, c'est pour chacune des ressources abiotiques principales, combien d'années de réserve on a en cas de boom de consommation et combien d'années de réserve on a au rythme actuel. En cas de boom, ça veut dire quoi? Plus 10% par an pendant 10 ans. Donc ça veut dire que dans 10 ans, on consommera à peu près 2,6 fois plus que maintenant. Et l'antimoine, c'est la plus tendue, c'est estimé entre 4 et 12 ans. Et derrière, dans le top 5, on va dire, il y a l'étain entre 6 et 17 ans, le plomb 7 et 18 ans, l'or, le zinc comme le plomb, le strontium entre 7 et 19 ans, l'argent entre 8 et 21 ans, et après, un peu plus loin, c'est le nickel qui passe entre 13 et 35 ans. Et derrière, toute une série de minéraux. Le dernier étant le lithium, entre 154 et 400 ans. Donc on a quand même d'énormes réserves de lithium. Et puis toutes les terres rares, scandium, yttrium, lantane, cérium, néodyme, etc. Les réserves sont estimées à plus de 200 ans. Donc aucune tension aujourd'hui sur les terres rares, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec. Il y a toujours la problématique de l'excavation, de la transformation pour que ce soit utilisable dans l'industrie, mais l'effort reste quand même à porter sur les ressources du top 5, top 10. Et pour information, celles qui sont utilisées dans la fabrication d'un ordinateur, il y a l'antimoine, l'étain, l'or, le zinc, l'argent, le cuivre, qui ont toutes des réserves inférieures à 40 ans. Et après, il y a le cobalt, le fer, où il y a un petit peu plus de marge, et le lithium. D'accord. Alors comme tu viens de le dire, nous n'avons pas énormément de ressources. Il me semble qu'il existe un indicateur pour savoir combien de matières premières sont nécessaires pour produire un équipement. Et là, je sens que tu vas nous parler du sac à dos écologique. Oui, exactement, le sac à dos écologique. La matière mobilisée, c'est une notion qui représente combien de matières premières il faut pour produire un équipement. Et ensuite, cet indicateur, on le ramène par unité pour mesurer l'intensité d'un produit fini par rapport à son service rendu. Par exemple, pour un ordinateur, on va calculer la matière mobilisée pour fabriquer un ordinateur. Pour une voiture, on peut calculer soit la quantité de matière pour fabriquer la voiture, soit la quantité de matière pour fabriquer la voiture, divisé par la quantité de kilomètres passagers que va réaliser la voiture. On peut faire la même chose pour un ordinateur, divisé par le nombre d'années de service. Pour un ordinateur de 2 kg, il faut brûler 240 kg de combustible fossile. Ça génère 169 kg de CO2, ou de gaz à effet de serre équivalent CO2. Ça consomme 1,5 tonne d'eau et ça mobilise 800 kg de matières premières. Dans ce cas, 800 kg de matières premières pour un ordinateur de 2 kg, on parle d'un sac à dos écologique de 400 pour 1. Ça fait réfléchir, c'est lourd. Hein. Alors tout à l'heure, Mathieu, tu nous as parlé de la consommation par pays. Cette consommation moyenne, elle a tendance à augmenter ou à diminuer. Et en gros, en France, combien faut-il de ressources pour un Français par jour qui utilise le numérique ? Globalement, la consommation a tendance à augmenter. On met du numérique de plus en plus dans tous les domaines de notre vie. Après, on verra que c'est pas forcément un mal, parce que le numérique apporte aussi des choses, mais la tendance est quand même à l'augmentation. En France, on est un pays assez numérisé, donc le numérique représente une grande partie de l'empreinte de la France par rapport à d'autres pays. Par exemple, 3% de toute la consommation d'énergie primaire de la France est relative au numérique, et 2% des émissions de gaz à effet de serre, 10% de la consommation d'électricité. Pour un Français, si on ramène ça par habitant et par jour, nos usages numériques consomment 6 km en voiture en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un quart du forfait gaz à effet de serre soutenable qui a été défini par l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 ou 2 degrés. Bon, vous imaginez que c'est bien compliqué déjà maintenant, et de toute façon cet accord a été plus ou moins abandonné récemment, et on planifie plutôt des plans d'action pour réagir à plus 4 ou plus 5 degrés. C'est ça. Forcément, avec le numérique qui consomme 25%, on partait un petit peu mal. Ça représente aussi 3 packs d'eau minérale consommés par jour, donc 3 fois 9 litres, et 200 kg de terre extrait, donc plus que notre propre poids. Alors, est-ce qu'on assiste à une prise de conscience ou est-ce qu'on continue à consommer comme si de rien n'était ? Globalement, je dirais qu'on assiste quand même à une prise de conscience. La première fois que j'ai travaillé sur un projet numérique responsable, c'était un sujet dont j'avais assez peu entendu parler, qu'on voyait jamais ou très très rarement dans les appels d'offres.
pour lequel les formateurs qui étaient disponibles pour nous faire monter en compétences sur le sujet étaient relativement rares. Aujourd'hui, je vois déjà dans les 3 derniers appels d'offres que j'ai consultés, systématiquement une composante numérique responsable. Beaucoup d'hébergeurs parlent également de leurs engagements en termes de numérique responsable. Donc, il y a une prise de conscience. Après, est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce que ça se fait sur les aspects de pollution du numérique qui sont les plus impactants? Je suis pas encore capable de répondre. Mais il y a clairement une prise de conscience. Et est-ce qu'on va le faire assez vite? Parce que là, pour l'instant, on est a priori parti en France pour plus 4 et pas plus 2. Oui. Il y a des normes qui existent. Alors, on peut citer dans l'environnement la norme ISO 26000. Il y a la responsabilité sociétale des entreprises, donc la RSE. Est-ce que ça aide les entreprises à aller vers toutes ces démarches? Ça va être un vrai plus, les normes RSE, par exemple? Enfin, les normes, la responsabilité sociétale des entreprises. Toutes les stratégies RSE, globalement, essayent d'intégrer des composantes de numérique responsable et finalement, les grands principes du numérique responsable sont applicables en dehors du numérique. En fait, ce sont même plutôt les grands principes de l'écologie, en règle générale, qui sont transposables au numérique responsable. Typiquement, les 5 R du zéro déchet, refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Bon, du coup, en anglais, c'est un R, c'est rot, mais pas en français. Pas en français. S'applique complètement au numérique responsable. Donc, il y a une vraie synergie. C'est même pas une synergie, c'est que le numérique responsable est une composante importante des politiques RSE. Et il y a des labels RSE qui, du coup, intègrent des notions de numérique responsable, effectivement. Oui, comme la norme Lucie. Comme la norme Lucie, tout à fait. Qu'on commence à bien connaître. Oui. Mais du coup, alors, en t'écoutant, c'est quoi les pistes de solutions qui existent pour réduire nos usages? Il y a beaucoup de pistes de solutions. Il y a des axes qui vont être plus intéressants à explorer que d'autres. On a vu, on en a parlé au début du podcast. Là où on est le plus tendu, c'est sur les ressources naturelles abiotiques. Les terminaux utilisateurs concentrent 80% des impacts en ressources naturelles abiotiques. Si on reprend nos 3/4 de l'architecture terminaux utilisateurs, réseau, data center, globalement, les terminaux utilisateurs prennent 64% de la consommation d'énergie primaire, 84% des émissions de gaz à effet de serre, 91% de la consommation d'eau et 80% de la consommation de ressources naturelles abiotiques. Majoritairement à la fabrication. Un petit peu à l'utilisation pour à peu près moitié-moitié entre fabrication et utilisation pour l'énergie primaire. Et pour le reste, c'est quasi intégralement à la fabrication, notamment pour les ressources abiotiques où c'est 100% à l'utilisation. Donc on est à peu près à 80% d'impact sur les terminaux utilisateurs, tous critères confondus. Il reste les réseaux et les data centers. Les réseaux, ça représente à peu près 15% de l'impact. Et les data centers, à peu près les 5% qui restent. Les data centers, le gros avantage écologique qu'ils ont, c'est que l'intérêt économique de faire tourner une société d'hébergement est aligné avec l'intérêt écologique. Un hébergeur a tout intérêt à faire durer son équipement le plus longtemps possible, à le refroidir de la manière la plus efficace possible, à consommer le moins d'énergie possible. Et on a vu une évolution assez fulgurante entre les premiers data centers d'il y a 20 à 25 ans et les data centers aujourd'hui qui sont ultra optimisés. Ça commence à être de plus en plus difficile de faire mieux. On entend beaucoup parler des data centers dans les médias parce qu'effectivement, leur impact n'est pas nul, mais comparé à l'impact des terminaux utilisateurs, il est très très faible. Donc, la première piste d'action, ça va être de se concentrer sur concevoir des solutions numériques qui peuvent être utilisées sur le plus grand nombre de terminaux utilisateurs possible pour absolument éviter de pousser les utilisateurs à renouveler de l'équipement qui fonctionne. Donc, éviter l'obsolescence logicielle finalement. Après, il y a d'autres axes. Le numérique peut apporter à d'autres secteurs d'activité. C'est ce qu'on appelle l'IT for Green. Mathieu, juste avant qu'on parle de l'IT for Green et du Green for IT, j'avais une question en t'écoutant, puisque tu parlais des constructeurs, des terminaux utilisateurs, et en fait, on n'est pas du tout dans une démarche éco-responsable, puisque tous les constructeurs, en fait, sortent des nouveaux ordinateurs, des nouveaux smartphones, avec quelquefois des innovations qui sont plus marketing que technologiques. Est-ce que là, on n'est pas complètement à côté de la plaque, collectivement, constructeurs et nous qui achetons ?
Effectivement, comme je disais, les data centers, ils ont un gros avantage, c'est que l'argument écologique et économique, enfin les arguments écologiques et écologiques sont alignés. Un opérateur de data center, un hébergeur a tout intérêt à consommer le moins possible. C'est complètement l'opposé pour les constructeurs de terminaux utilisateurs. On le voit hein, dans la manière dont on utilise le numérique depuis 2010. La quantité d'équipements qu'on possède chez nous a été multipliée par 6. À l'époque, on avait peut-être simplement une télévision et un ordinateur. Maintenant, on a une télévision, un ou deux ordinateurs, un téléphone par personne, peut-être une Google Home, des tablettes. On a une grande quantité d'équipements d'IoT, de l'Internet of Things, qui est rentré dans nos ménages. Ça, mis en parallèle avec le fait que la durée de vie des équipements est réduite. Elle a été en moyenne divisée par 3. On a tous entendu parler du Nokia 3310, possédé, parce que je jouais à Snake quand j'étais petit sur le téléphone de ma maman, qui était complètement increvable. Il y avait, ça en aparté, une presse hydraulique qui a essayé de détruire un 3310 et il a cédé à 12 tonnes de pression. D'accord. Donc avant de le faire tomber et qu'il se casse, il fallait quand même avoir un petit peu de volonté. C'est clair. Et ça provoque un usage décuplé du numérique. C'est-à-dire qu'on est connecté en permanence au numérique. À l'époque des modems 56K, quand on avait Internet, on n'avait pas le téléphone. Donc, comme on voulait rester joignable, on déconnectait Internet quand on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on est connecté en permanence. Oui. On a un volume de données échangées qui a été multiplié par 23 entre 2025 et 2010. Et cette profusion d'équipements, la performance des équipements, alimente un phénomène qu'on appelle celui d'obésiciel, de gras numérique. C'est que les applications et les sites internet sont de plus en plus lourds parce que les terminaux sont capables de les charger de plus en plus vite. Une page web moyenne en 1994, c'était 14 kilooctets. Une page web moyenne en 2015 et même maintenant en 2025, c'était 1,6 mégas, donc 1600 kilooctets en 2015. Aujourd'hui, on est facilement à 2,5 ou 3 mégas, donc à peu près 3000 kilooctets. Le service rendu n'est pas le même entre la page de 94 et la page de 2023. Mais globalement, l'augmentation se fait dans des proportions qui sont excessivement grandes. Et comme les pages web, les applications sont de plus en plus lourdes, les constructeurs ont intérêt à sortir des équipements de plus en plus puissants. Et donc, c'est un phénomène qui s'auto-alimente. On a besoin de téléphones plus puissants. Quand ils sortent, on peut faire des applis plus lourdes. Du coup, les avant-derniers équipements ne sont plus assez puissants, donc on en sort des plus puissants. Et c'est ce cercle vicieux qu'il est très difficile d'arrêter. Et c'est sur ça aujourd'hui que les efforts ne sont probablement pas suffisants, puisqu'on continue à voir les iPhones qui sortent à intervalles très réduits. Et bon, je dis les iPhones, mais c'est pareil pour toutes les marques de téléphone. Les équipements de cartes graphiques, il y a une nouvelle génération tous les 2 ans. Voilà, c'est quelque chose qu'on constate de partout. Merci Mathieu. Alors on va revenir à ce que tu avais commencé à parler avant qu'on t'interrompe, c'est l'IT for Green et le Green for IT. Tu nous as prouvé donc, et on le sait tous, que le numérique pollue. Est-ce que quand même il ne permet pas à d'autres secteurs de moins polluer, comme en faisant du télétravail ou en réduisant nos transports, notamment aériens ? Oui, tout à fait. Le numérique pollue, mais il a quand même des bienfaits, un impact positif sur l'environnement dans d'autres secteurs. Donc, on parle de Green for IT, d'IT for Green. En français, c'est sous le nom de numérique responsable pour ces deux aspects. Le Green for IT, c'est effectivement comment on peut s'arranger pour que le numérique ait moins d'impact sur l'environnement. Et l'IT for Green, c'est comment le numérique peut se mettre à profit pour diminuer l'impact des autres secteurs sur l'environnement. Et c'est là qu'il y a un vrai levier et où le numérique peut avoir un impact positif net, notamment, par exemple, avec la proposition de Google Maps, l'évolution récente là, qui permet de choisir non plus le trajet le plus court ou le plus rapide, mais celui le plus économe en carburant. Qui pollue le moins. Ouais. Si Google Maps permet de cette manière de réduire ne serait-ce que de 5 ou 10% la quantité de gaz à effet de serre émis par les véhicules de tourisme, il y a fort à parier que cette évolution-là précisément, sans parler forcément de toute l'infrastructure Google Maps parce que je la connais pas, mais il y a fort à parier que cette évolution ait un impact positif net sur l'environnement, puisqu'elle coûte certainement pas tout ce qu'elle permet d'économiser. Il y en a d'autres. Il y a par exemple Le Bon Coin, qui est un site internet numérique, donc qui est hébergé sur des data centers, qui invite des gens à le consulter sur mobile, mais qui favorise l'économie circulaire en facilitant l'achat de biens d'occasion. Avant Le Bon Coin,
trouver du matériel d'occasion, c'était une plaie. Il fallait lire les petites annonces dans les journaux. Déjà, il fallait que quelqu'un ait le courage de poster la petite annonce. Ou alors, c'était du bouche à oreille. C'était très compliqué. Il y en a d'autres aussi. Il y a une société qui proposait de développer une IA bien avant ChatGPT pour rapprocher des industries qui sont géographiquement proches et qui pourraient travailler ensemble pour éviter d'avoir à se fournir à l'autre bout du monde. Par exemple, une société qui fabrique des bouteilles de lait et qui a besoin de bouchons. Sa voisine, c'est une société qui fabrique des bâtons PVC. Et l'IA, en ayant la map de toutes les industries, propose à l'industrie qui fabrique des bâtons PVC de modifier une ligne de production pour fabriquer des bouchons de bouteilles et pour les vendre à l'entreprise voisine qui fait ses bouteilles de lait. Ou, on le sait, la formation à distance est une solution numérique qui permet d'éviter des déplacements en avion, des trajets en voiture, de la consommation de papier, de goodies, de toutes ces choses qu'on récupère en formation présentielle et que on finit par jeter. Effectivement, le numérique a ce pouvoir. Mais effectivement, tu as cité plein d'exemples. Je vais en citer un autre parce qu'on a été très surpris en recevant l'un de nos partenaires financiers, une banque en l'occurrence, qui commercialise aujourd'hui des ordinateurs qui sont recyclés. Je suis allé sur leur site et en fait, c'est des très très bons ordinateurs qui récupèrent dans les entreprises, qui mettent à niveau et qui sont vendus très peu cher et qui font partie de cette économie circulaire. Ça m'a surpris. Donc, je mettrai le lien parce qu'il y a des choses à faire et ça peut être très utile. Alors, comment, Mathieu, on peut développer un projet tout en restant green for IT ? Globalement, on en revient au même grand concept, c'est-à-dire éviter de créer du gras numérique, éviter de réaliser des fonctionnalités qui ne servent à rien et choisir les bons prestataires. Donc, si on devait résumer ça en 4 grandes étapes, la première étape, et c'est probablement la plus importante, c'est cadrer le projet. Définir une unité fonctionnelle, un service rendu et challenger le client sur ses besoins, voir si dans tous les besoins qu'il a exprimés, il y en a pas qui sont tellement marginaux que ça vaut pas le coup de développer des usines à gaz pour répondre à un besoin qui n'apparaît qu'une fois par an et qui finalement peut être traité différemment. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Ensuite, on peut mesurer l'impact de notre application en réalisant une analyse du cycle de vie multicritère, en prenant en compte les 3/4 de l'architecture, c'est-à-dire en imaginant comment notre application va être utilisée, combien de temps les gens vont passer dessus, sur smartphone, sur tablette, comment elle va être hébergée, est-ce qu'on va la mettre sur une infrastructure en très haute disponibilité ou en haute disponibilité. Forcément, ça a plus d'impact puisque il y a des sauvegardes qui sont faites, il y a des infrastructures de secours qui sont répliquées. S'il n'y a pas de besoin d'avoir de la très haute dispo ou de la haute dispo, on peut choisir un hébergement plus sobre. Ça fait partie de l'impact à mesurer. Une fois qu'on a fait la synthèse, qu'on a dressé notre analyse du cycle de vie, on recherche des axes d'amélioration. On mesure qu'est-ce qui peut être implémenté, combien une amélioration coûte, qu'est-ce qu'elle rapporte en termes d'impact multicritère. Par exemple, est-ce que passer d'une infrastructure très haute dispo à une infrastructure haute dispo, est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça fait pas économiser de l'argent ? Quel impact ça aura en termes de consommation des serveurs ? Refuser d'implémenter un framework qui est un peu plus joli mais qui tourne pas sur l'avant-dernière version d'Android, combien ça coûte ? Toujours la même logique. Et de là, on peut dresser un tableau pour prioriser les quick wins, c'est-à-dire les évolutions du produit qui permettront de diminuer l'impact sans coûter trop cher. Et on met en place, en dernière étape, une démarche d'amélioration continue, la fameuse roue de Lemming, Plan, Do, Check, Act. Donc, on réalise les améliorations identifiées, on définit les indicateurs de performance pour suivre l'évolution du projet, pour suivre l'impact. On effectue de la veille, des benchmarks, et on replanifie les nouvelles actions, on les réalise et on vérifie, on enchaîne comme ça. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Si on applique tout cela au monde de la formation, on peut faire quoi pour faire du numérique responsable ? La première chose à faire, ça va être de se concentrer sur les terminaux utilisateurs. Donc de mettre en place des services numériques qui sont compatibles avec le plus grand nombre de dispositifs possibles, téléphone, tablette, ordinateur, avec les exigences matérielles et logicielles les plus basses possibles. En France, on est très bien équipé, donc la responsivité d'une application qui permet de l'utiliser sur un téléphone plutôt que sur un ordinateur, c'est une option de confort. Il y a des pays dans le monde où les ordinateurs ne sont pas disponibles, les téléphones sont bien plus répandus. Dans ces cas-là, pouvoir utiliser une application sur un téléphone, c'est pas uniquement du confort, c'est ne pas avoir à acheter un ordinateur.
Donc ça, c'est la première chose à faire. Vérifier que on va pas avoir à renouveler du matériel uniquement pour mettre en place le digital learning dans notre organisation. Après, à efficacité pédagogique égale, essayez de favoriser les formations digitales et qui sont si possible les plus légères. Préférez une capsule de 15, 20, 25 minutes plutôt que 4 heures de vidéo, qui va être peut-être plus fournie en contenu, mais moins interactive, avec moins d'activité pédagogique. Donc il faut essayer de mesurer l'apport d'une formation et autant que possible favoriser la formation à distance quand c'est possible et la formation à distance la plus légère possible. Et enfin, remettre en question nos besoins pour déployer les solutions qui s'en rapprochent le plus sans tomber dans le piège des obésiciels. Par exemple, si dans mon organisation, j'ai besoin d'une plateforme Learning Management System, mais que j'ai pas du tout besoin d'apprentissage collaboratif ou d'adaptive learning parce que c'est pas dans mes pratiques, que je veux simplement déployer des modules de sensibilisation réglementaires, RGPD, cybersécurité qui vont être réalisés une fois par an. J'ai pas besoin d'acheter une plateforme qui propose des options que je n'utiliserai jamais et qui pourtant consomment de par leur simple présence. Merci. On est presque au bout de ce podcast. J'ai encore 2 questions. Alors, une sur l'avenir. Comment toi, tu perçois l'avenir du numérique? Est-ce que tu penses que l'on va passer un cap de conscience collective et qu'on va développer une responsabilité écologique généralisée? Est-ce que tu es optimiste avec ce que tu vois à ce sujet? Alors, je suis de nature plutôt optimiste. Donc oui, je suis optimiste. Je pense que le numérique a les clés pour avoir un impact positif sur la société, pour avoir un impact positif plus grand en tout cas que son impact sur les 4 critères de l'analyse multicritère. Je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur les terminaux utilisateurs et que là, le pouvoir est dans nos mains. C'est-à-dire que si on arrête d'acheter du matériel quand il sort tous les ans, les constructeurs arrêteront de construire du matériel. J'ai la conviction qu'on a plus de pouvoir quand on consomme que quand on vote et que c'est une prise de conscience qui a déjà démarré. Je suis aussi rassuré par le fait que le numérique responsable soit inclus maintenant dans les appels d'offres quasi systématiquement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des organisations, mais les organisations, c'est une somme d'individus. Donc ça veut dire qu'individuellement, quand même, c'est un sujet qui commence à être identifié comme étant important. Donc ma vision est plutôt optimiste pour l'avenir, mais effectivement, il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail parce que la question suivante que je vais te poser, elle est relative au métavers. Et je vais faire référence à un podcast qu'on avait enregistré avec Jérémy Lamry, qui a sorti un livre qui s'appelle Métavers et RH. Et dans ce livre, il se pose la question, en gros, il nous explique pourquoi le métavers ne devrait pas exister. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un antagonisme entre ton optimisme et le fait que finalement on file tout droit vers le métavers dont on sait qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, il va consommer comme jamais? Je pense que pour mesurer si une technologie est sociétalement viable ou pas, il faut mettre en regard sa consommation avec ce qu'elle apporte à la société. Aujourd'hui, en effet, le métavers consomme énormément. En tout cas, bon, il n'est pas déployé à grande échelle. Oui, mais oui, c'est vrai. S'il l'était, consommerait énormément. Absolument. Pour un apport qui est peut-être faible aujourd'hui. L'axe pour l'avenir, ça va être soit de développer la valeur que peut apporter le métavers pour peut-être remplacer d'autres activités plus polluantes à côté, et puis optimiser la consommation de ressources du métavers. Le problème du métavers, c'est que il faut acheter de l'équipement. Aujourd'hui, il faut acheter des casques de réalité virtuelle pour le métavers tel qu'on le définit aujourd'hui, Oui. puisqu'il y a des métavers depuis... Et qui n'existent pas vraiment encore. On est sur des proof of concept, mais pas vraiment de... Oui. Et puis, les technologies qui supportent le métavers, qui peuvent être présentes ou pas, mais par exemple, la blockchain est une des technologies qui est identifiée comme étant un support de nombreux métavers. Elles aussi évoluent pour tendre à consommer de moins en moins, apporter de plus en plus de valeur. Donc aujourd'hui, effectivement, le constat, c'est que peut-être qu'il ne devrait pas exister. Peut-être qu'on sera content qu'il existe dans 10 ans. Exactement. Alors, pour finir cet épisode, est-ce que tu aurais un livre, ça c'est traditionnel dans Never Stop Learning, qui t'a aidé ou inspiré dans cette aventure et que tu pourrais conseiller à nos auditeurs? Oui, pour nos auditeurs qui font du développement web, je conseillerais le guide des 115 bonnes pratiques d'éco-conception qui donne les grandes guidelines de comment il faut réaliser les sites web pour essayer de minimiser leur impact au maximum.
On est arrivé au bout de cet épisode. Je vais te remercier, Mathieu, pour toutes les informations que tu nous as apportées. C'était très riche et on a appris pas mal de choses avec toi. Donc merci pour cela. Et puis je vais remercier également tous nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast et leur donner rendez-vous de nouveau dans 3 semaines pour un nouvel épisode de Never Stop Learning. Merci Mathieu. Merci Gérard, merci aux auditeurs. Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain.